Bien que ces réactions anormales des affects appartiennent au domaine de l'hystérie, elles peuvent cependant se manifester en dehors de cette maladie. Elles témoignent d'un état plus ou moins prononcé de nervosité sans qu'il puisse être question d'hystérie. Ces phénomènes ne doivent être considérés comme hystériques que lorsqu'ils surgissent en apparence spontanément en tant que manifestation morbide et sans être motivés objectivement par quelque émotion violente. En ce qui concerne ces manifestations, un grand nombre d'observations, et parmi elles les nôtres, ont prouvé qu'elles émanaient de réminiscences. Ces derniers ravivent l'affect originel, ou plutôt le raviveraient si justement les réactions en question ne s'étaient pas déjà produites. Chez tous les sujets à l'esprit éveillé, un courant de représentation et de souvenirs traverse sans doute sans bruit leur conscient pendant les périodes de repos psychique. Les impressions sont alors si peu vives qu'elles ne laissent aucune trace dans la mémoire et l'on ne saurait expliquer ensuite comment l'association a pu se produire. Mais si quelques représentations originellement liées à un puissant affect viennent à surgir, le dit affect se ravive avec plus ou moins d'intensité. La représentation qui a ainsi acquis une teinte affective apparaît alors claire et vive dans la conscience. La puissance de l'émotion qu'un souvenir a déclenchée varie beaucoup suivant l'intensité des influences érosives auxquelles elle a été soumise, suivant surtout l'abréaction de l'affect originel. Dans notre communication préliminaire que nous avons indiqué, combien pouvait varier la façon dont un affect, celui de la colère par exemple, était ranimé par le souvenir suivant que l'offense avait été vengée ou supportée en silence. Quand lors de l'incident motivant primitif, le réflexe psychologique s'est bien produit, la charge du souvenir en irritation est bien moindre. Le besoin de vengeance, si puissant chez les êtres primitifs et qui dans nos civilisations est plus déguisé qu'étouffé, n'est rien d'autre que l'excitation d'un réflexe inaccompli. Dans tout combat, chercher à éviter les blessures et en infliger à l'adversaire constitue un réflexe psychique approprié, préformé. S'il n'est pas produit ou s'il a été insuffisant, le souvenir ne cesse de se le déclencher et alors une soif de vengeance se trouve créée, compulsion volontaire irrationnelle, comme toutes les pulsions. Cette irrationalité, cette négligence de toute utilité, de tout but raisonnable, cette victoire sur toutes les considérations de sécurité personnelle en fournissent les preuves. Dès que le réflexe a été déclenché, cette irrationalité peut apparaître dans la conscience. L'acte accompli change de visage. Dans le cas contraire, le souvenir fait toujours remonter aux lèvres les mots injurieux jadis étouffés et qui constituent le réflexe psychologique de l'irritation alors éprouvée. Quand l'affect a pu se décharger par un réflexe non point normal mais anormal, c'est ce dernier que déclenchera aussi le souvenir. L'excitation issue de la représentation affective se convertit en phénomène somatique. Freud. Lorsque par une répétition fréquente, ce réflexe anormal a achevé de se frayer une voie, l'activité des représentations déclenchantes s'en trouve, semble-t-il, épuisée, à tel point que l'affect lui-même ne se reproduit que faiblement ou même pas du tout. En pareil cas, la conversion hystérique est totale. Mais alors le sujet peut ne pas même s'apercevoir que cette représentation, maintenant dénuée de toute action psychique, existe ou bien oubliée immédiatement qu'elle s'est produite comme il arrive pour toute représentation sans teinte affective. Cette substitution d'une excitation des voies périphériques à une excitation cérébrale devant conditionner une représentation paraît peut-être plus admissible lorsqu'on pense à la situation inverse, celle où il y a absence de tout réflexe préformé. Prenons un exemple tout à fait grossier, celui du réflexe sternunatoire. Quand la muqueuse nasale irritée ne peut pour un motif quelconque déclencher ce réflexe préformé, le sujet éprouve, comme chacun sait, une sensation d'irritation et de tension. C'est une irritation qui, n'arrivant pas à se déverser par les voies motrices, se répand dans le cerveau et empêche tout autre genre d'activité. Ce très banal exemple nous montre le schéma du processus qui se déroule lorsque les réflexes les plus compliqués n'arrivent pas à se déclencher. L'irritation que provoque un besoin de vengeance est essentiellement semblable à la précédente, et nous pouvons observer jusque dans les sphères les plus élevées des réalisations humaines ce même processus. Goethe ne pouvait s'accommoder des événements avant d'y avoir appliqué son activité littéraire. Il s'agit dans son cas du réflexe préformé d'un affect, et tant que la réaction ne s'est pas produite, une pénible irritation accrue subsiste.
La stimulation cérébrale et le processus de stimulation dans les voies périphériques sont des grandeurs réciproques. La première augmente tant que le réflexe ne s'est pas déclenché. Elle diminue puis disparaît quand elle s'est muée en stimulation nerveuse périphérique. On peut donc arriver à comprendre pourquoi aucun affect perceptible ne se produit quand la représentation qui devrait le susciter déclenche immédiatement un réflexe anormal et que l'excitation produite s'y déverse aussitôt. La conversion hystérique est alors complète. La stimulation, originellement intracérébrale, de l'affect s'est muée en processus d'excitation des voies périphériques. La représentation primitivement chargée d'affect ne provoque plus celui-ci, mais seulement un réflexe anormal. Je ne voudrais pas me servir à satiété de mon exemple des installations électriques. Étant donné les circonstances différentes, il ne saurait qu'à peine illustrer les phénomènes qui se produisent dans le système nerveux, encore moins les expliquer. Mais rappelons ici encore que du fait d'une autre tension, les isolants dans une station électrique sont quelquefois détériorés et qu'un court-circuit peut en certains points se produire. Dans le cas où apparaîtraient en ces endroits certains phénomènes électriques, par exemple chaleur, étincelle, la lampe à laquelle le courant est transmis ne s'allume plus. L'affect, lui, ne se produit plus quand l'excitation s'écoule sous la forme d'un réflexe anormal. Il se transforme alors en phénomène somatique. Nous avons ainsi avancé d'un pas dans la question de l'expression anormale des émois. Il arrive que certains malades intelligents et bons observateurs ne considèrent pas leur phénomène hystérique, leur réflexe anormal, comme idéogène, et cela parce que la représentation motivante est dépourvue de teinte affective et ne se distingue plus des autres représentations et des autres souvenirs. Elle n'apparaît dès lors que comme une réaction purement somatique en apparence sans fondement psychologique. Qu'est-ce donc qui détermine la décharge de l'excitation émotionnelle de telle façon que se trouve justement créé un réflexe anormal, déterminé et non pas n'importe quel autre? Nous sommes capables dans bien des cas de répondre à cette question. Cette décharge obéit elle aussi au principe de moindre résistance et s'effectue sur les points où certaines circonstances favorisantes ont provoqué une diminution des résistances. Nous pouvons faire entrer dans cette catégorie le cas déjà étudié d'un certain réflexe qui s'est frayé une voie à travers quelques maladies somatiques. C'est ce qui arrive par exemple quand une émotion entraîne une crise chez un sujet atteint de cardialgie. Il arrive encore que le réflexe s'assure un accès parce qu'au moment où l'émotion a surgi, l'innervation musculaire en question s'était intentionnellement produite. Anao, par exemple, cas numéro 1, tente dans son effroi d'étendre son bras droit engourdi pour chasser le serpent, et à dater de ce jour, la vue de tout objet rappelant la forme du serpent provoque une contracture de ce bras. Ou encore, elle s'efforce de voir l'heure et le strabisme convergent devient l'un des réflexes de l'affect. Tel est donc l'effet de la simultanéité. Cette action régit aussi nos associations normales. Toute perception sensorielle en attire dans le conscient quelque autre qui s'était à l'origine produite en même temps qu'elle. Voir l'exemple classique de l'image du mouton éveillant l'idée du bêlement. Quand donc l'émotion originelle a été accompagnée d'une vive impression sensorielle, cette dernière se reproduit lors de chaque émotion nouvelle, et puisqu'il s'agit en pareil cas de la décharge d'une surexcitation, ne prend pas la forme d'un souvenir, mais celle d'une hallucination. Presque toutes nos observations nous en ont fourni des exemples. C'est du même phénomène qu'il s'agit quand une femme ayant subi quelques douloureuses émotions à un moment où elle souffrait d'une rage de dents périostique éprouve une névralgie sous-orbitaire à chaque renouvellement de cette émotion. Telle est la voie qu'emprunte suivant la loi générale des associations les réflexes anormaux. Quelquefois, mais seulement dans les hystéries graves, on constate la présence entre l'affect et son réflexe de véritables séries de représentations associées. C'est là ce qu'on appelle détermination par symbolisme. Il s'agit souvent de jeux de mots ridicules, d'associations par consonance, qui relient entre eux l'affect et le réflexe. Toutefois, ce fait ne saurait s'intégrer dans le groupe de phénomènes dont nous traitons ici parce qu'il ne se produit que dans certains états oniriques où le sens affectif se trouve affaibli. Dans bien des cas, par suite de notre connaissance extrêmement incomplète des représentations et de l'état psychologique présent au moment de la production des états hystériques, la détermination nous en reste incompréhensible. Mais nous en sommes en droit d'admettre, alors que le processus ne peut pas être entièrement différent de ceux que nous observons dans des cas plus simples. Nous qualifions de traumatisme psychique les incidents qui ont déclenché l'affect originel et dont la charge en excitation s'est ensuite convertie en phénomène somatique, et nous donnons le nom de symptômes hystériques d'origine traumatique aux manifestations pathologiques
Ainsi réalisées, on désigne déjà sous le nom d'hystérie traumatique les manifestations qui, en tant que conséquence de blessures corporelles, de traumatisme au sens propre de ce mot, constituent une partie des névroses traumatiques. La conversion hystérique de l'excitation psychique, lorsqu'elle ne résulte ni d'incitation extérieure ni de troubles des réflexes normaux, mais qu'elle est due à des inhibitions affectant le cours des associations, rappelle parfaitement la production de manifestations hystériques provoquées par un traumatisme. Prenons un exemple simple, un paradigme de ce fait, l'irritation que nous éprouvons quand un nom nous échappe, car quand nous ne parvenons pas à résoudre une énigme, si l'on vient à nous fournir ce nom, à nous donner le mot de l'énigme, l'impression désagréable se dissipe du fait que la chaîne des associations se referme de la même manière que se referme une chaîne de réflexes. L'intensité de l'irritation que provoque un arrêt dans une série d'associations est proportionnelle à l'intérêt que suscite en nous celle-ci, c'est-à-dire au degré où elles mettent en jeu la volonté. Cependant, comme la recherche d'une solution de problème ou toute autre opération du même genre exige toujours, même si elle doit être infructueuse, un travail considérable, toute forte irritation trouve son emploi et ne devient pas pathogène, puisqu'aucune compulsion à la décharge ne se produit en pareil cas. Mais il en va sans doute autrement quand le cours des associations se trouve gêné par quelque incompatibilité entre représentations de valeur égale. Il en est ainsi par exemple quand les idées nouvelles entrent en conflit avec des complexes de représentation déjà fortement enracinés. Tel est le cas des tourments que suscite le doute. Religieux tourments qui accablent et ont accablé tant de gens. Ici encore l'irritation s'accroît et avec elle la souffrance morale, le sentiment de déplaisir, mais cela uniquement quand un intérêt volontaire s'y trouve impliqué, quand celui qui doute croit son bonheur, le salut de son âme menacé. Il en va toujours ainsi lorsque le conflit se joue entre le complexe fortement implanté des conceptions morales et le souvenir d'actes ou de pensées incompatibles avec celui-ci, c'est alors le remords. Le désir de tirer satisfaction de sa propre personnalité, d'être content de soi joue son rôle et augmente au maximum l'irritation causée par les entraves apportées au jeu des associations. L'expérience de tous les jours montre que ce conflit entre idées incompatibles a toujours une action pathogène. Il s'agit généralement de conceptions et de faits relatifs à la sexualité, de masturbation chez les adolescents sensibles, de la prise de conscience par une femme vertueuse de son inclination pour quelque étranger, et assez souvent même la première apparition de sensations et de pensées d'ordre sexuel suffit déjà à créer un état d'agitation dû à quelque conflit avec la notion fortement enracinée de pureté morale. Voir à ce sujet quelques intéressantes communications de Bénédicte 1889, reproduites dans l'ouvrage intitulé Hypnotisme et suggestion 1894. Ce conflit a généralement des conséquences psychiques. Mauvaise humeur pathologique, étant anxieux, Freud, les circonstances favorisent quelquefois l'apparition d'un phénomène somatique grâce auquel se décharge l'excitation. Vomissement quand le sentiment de souillure morale provoque une sensation physique de dégoût, tout nerveuse, comme chez Anao. Observation numéro 1, quand l'anxiété provoque une crampe de la glotte. Je trouve dans les sensations motrices de Mach une remarque que je puis sans doute me permettre de reproduire ici. Dans nos expériences sur les vertiges, nous avons maintes fois constaté que la sensation de dégoût se produisait surtout quand il était difficile de faire concorder les sensations motrices avec les impressions optiques. Il semblait qu'une partie de l'excitation émanait du labyrinthe, fut contrainte d'abandonner les voies optiques et d'emprunter un chemin tout à fait différent. En essayant de combiner des images stéréoscopiques très différentes, j'ai à maintes reprises observé une sensation de dégoût. On voit véritablement là le schéma physiologique d'une formation de phénomènes pathologiques, hystériques, de par la coexistence de représentations vives et incompatibles. L'excitation provoquée par des représentations très vives et incompatibles comporte une réaction normale adéquate, la communication verbale. Nous trouvons une description comiquement exagérée de ce besoin dans la fable du barbier de Midas, qui révèle son secret au roseau. Nous le retrouvons à l'état de pierre fondamentale d'une grandiose institution historique, je veux parler de la confession catholique. La communication verbale soulage la tension, s'y décharge, même lorsqu'elle ne s'adresse pas à un prêtre et qu'elle n'est suivie d'aucune absolution. Lorsque cette issue se trouve bouchée, l'excitation se convertit parfois en phénomène somatique, tout à fait de la même façon qu'une irritation due à des affects traumatisants,
et avec Freud, nous pouvons donner à l'ensemble du groupe de manifestations hystériques ayant cette origine le nom de phénomène de rétention hystérique. Peut-être reprochera-t-on à cet exposé du mode d'apparition des phénomènes hystériques de le trop schématiser et de faire apparaître ce processus moins compliqué qu'il n'est en réalité pour que se forme chez un sujet normal sans prédisposition névropathique un symptôme hystérique vrai sans lien apparent avec le psychisme. Il faut presque toujours que de multiples circonstances concourent à cette formation.